Dans ce grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle, 2 startups de l'IA françaises et puis un avocat, parce que oui, c'est aussi un sujet réglementaire, l'intelligence artificielle. Alors, en plateau, Laurent Daudet, vous êtes directeur général et cofondateur de Lighton, qu'on connaît très bien, notamment pour cette plateforme qui est utilisée par les grandes organisations qui veulent faire tourner leurs IA génératives. Bonjour. Bonjour. Avec vous, Bruno Besonnier, PDG, fondateur d'Another Brain. Alors, vous travaillez sur des nouveaux moteurs d'intelligence artificielle bio-inspirés, si j'ai bien suivi. Exactement. Bonjour, Another Brain. Bonjour Bruno. Et Yann Padova, eh bien, heureusement, on a un avocat avec nous, je vous le disais, partenaire chez Wilson Sonsini, en charge du droit des données. Et vous êtes un ancien secrétaire général de la CNIL entre 2006 et 2012. Bonjour. Allez, on commence avec justement ce texte, l'AIA, qui a été donc adopté définitivement. Il classe en fait les intelligences artificielles en différentes catégories, plus ou moins à risque, avec des obligations donc plus ou moins importantes. Est-ce que déjà autour de la table, là, ça y est, vous le connaissez par cœur, ce texte? Oui, non, pas encore. Pas du tout. Moi. Pas du tout, Bruno. Mais moi non plus. Laurent, non, Yann. Non, mais je pense que le connaître par cœur, c'est difficile. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être de voir comment il va être mis en application en pratique. Et là, je pense que Yann va nous dire... On peut peut-être faire un petit rappel, non, des grandes lignes de ce texte, Yann? C'est un texte effectivement qui hiérarchise et qui catégorise les IA selon leur niveau de risque. Donc c'est une approche dite par les risques, avec des usages interdits, par exemple la capture, la reconnaissance faciale dans les espaces publics, et puis des usages dits à haut risque. Par exemple, dans tout ce qui est accès au crédit, sélection en RH, sélection des étudiants. En santé. Voilà, en santé. Et en fonction du niveau de risque, de l'interdit au risque limité ou pas de risque, les obligations des entreprises varient. Et c'est essentiellement des obligations documentaires ou d'évaluation de risque. Donc il y a beaucoup de cette notion d'accountability qu'on connaît bien en droit des données personnelles qui est transposée dans l'IA Act, avec une flopée, énormément d'obligations documentaires, de risques. Donc c'est aussi un texte très lourd et très complexe. Il fait 113 articles, 8 annexes, 459 pages dans la version que moi j'utilise au quotidien. Donc c'est un texte très difficile. Heureusement, on va avoir des IA pour digérer ce texte. Mais c'est vrai, la question de Laurent sur l'application, parce que l'entrée en vigueur est prévue pour quand et comment est-ce que ça va s'appliquer? Est-ce que ce sera vraiment uniforme partout dans l'Union européenne? Alors, ce sera uniforme dans l'Union européenne. C'est le principe, c'est un règlement applicable partout dans l'Union. En revanche, son entrée en vigueur, elle est par phase. Les usages interdits vont être immédiatement interdits. Donc, l'IA qui n'existe pas encore juridiquement, c'est une question de semaine, il n'est pas publié, mais ça. Ensuite, les usages à haut risque, c'est entre 12 mois et 36 mois selon les différentes catégories qu'il y a dans le texte. Donc, ce n'est pas une entrée en vigueur immédiate. Les entreprises qui les utilisent déjà ont finalement entre 24 et 36 mois pour se mettre en conformité si elles relèvent des catégories dites à haut risque qui sont celles, je dirais, les plus sensibles et les plus intéressantes. Pour et après, c'est la question de comment savoir si on est dans cette catégorie. Parce que Bruno, vous dites non, alors pas du tout, moi, ce texte, je ne le connais pas. Parce que vous pensez que vous ne serez pas concerné? Je pense plusieurs choses sur le sujet. La première chose, et je vais reprendre vaguement le message qu'a passé Eric Schmidt, le patron de Google, dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, mais que j'avais déjà entendu et porté moi-même il y a 15 ans dans la robotique, etc. En Europe, on ne fait pas d'IA, mais on fait de la régulation. Et lui, il dit, mais je ne comprends pas à quoi vous jouez. Vous allez être complètement largué parce que vous investissez pas dans l'IA, vous ne faites pas d'IA, mais vous régulez. Voilà, on est encore là-dedans. Et moi, je pense que le jour où on va réellement avoir des IA européennes, on adaptera ce qu'il faut adapter parce qu'on voudra exister. Donc moi, je travaille à inventer une nouvelle IA et on avance et on verra à ce moment-là, quoi. Alors, la Commission européenne, elle a quand même annoncé la création d'un bureau de l'IA qui va être justement à l'œuvre pour la mise en application de ce texte. Il y aura 140 spécialistes, alors des juristes, des économistes, évidemment des spécialistes en technologie, qui seront au sein de la Commission européenne. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, ça, d'avoir un comité justement pour la mise en œuvre de ce texte? Laurent? C'est effectivement l'IA Act, c'est les grands principes. Donc maintenant, sur la mise en application pratique, il faut qu'il y ait des gens qui nous disent, nous, les sociétés de l'intelligence artificielle, comment ça nous impacte dans notre vie de tous les jours. C'est un peu inquiétant quand on se dit qu'il faut 140 spécialistes quand même pour voir comment on va le mettre en œuvre, le texte. Pour un texte aussi volumineux et qui couvre quand même pas mal de sujets. Je pense que c'est nécessaire. Après, si ça apporte de la confiance, pour les entreprises, c'est vrai que sur l'IA, il y a encore des sujets de méfiance par rapport à une certaine catégorie d'entreprises ou de citoyens, etc. Si ça peut faire bouger les choses dans ce sens-là, ça peut être une bonne chose.
Et Thierry Breton dit que ça va favoriser un écosystème européen de l'IA innovant. Il est positif, lui, sur le Moi, j'ai texte. vu la France, commissaire européen. le montant que la France investit dans l'IA, poussé par Macron, piloté par Bruno Bonnell dans France 2030. On parle de quelques milliards, mais en intégrant, sur plusieurs années, et en intégrant là-dedans la formation, etc. Donc, ce n'est pas pour développer des IA uniquement. En 2023 uniquement, je n'ai pas regardé toutes ces années, mais en 2023, les GAFAM, les 5 premiers Américains, ont mis 200 milliards, eux. Donc, je veux dire, excusez-moi, je suis un peu cash, mais tout ça, c'est du pipi, c'est rien, ça ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert à rien. On parle de la confiance que ça donne aux Français, et je comprends, et c'est nécessaire, c'est absolument indispensable. Mais aujourd'hui, il y a 25 millions de personnes en France qui, chaque jour, font des requêtes sur Alexa, Siri, etc. 25 millions chaque jour. Donc, on peut faire des commissions et des régulations. L'IA de tous les jours, l'éthique de l'IA de tous les jours, la confiance dans l'IA de tous les jours, elle est faite par les Américains au quotidien. Ouais. Le reste, c'est du blabla. Le reste, on se parle entre nous, on se fait des commissions. Mais... On est déjà sur notre deuxième sujet, sur la question de l'investissement et le retard de l'Europe. Vous voulez dire quelque chose? Oui, juste, c'est vrai que c'est un peu caricatural de dire que l'innovation est en dehors de l'Europe et la régulation en Europe, mais il y a une part de vrai. C'est juste, l'Europe aime établir des normes avant d'avoir des phénomènes qui existent, mais surtout par rapport à l'IA, comme je l'ai dit, c'est une approche par les risques. Cette approche par les risques sur laquelle l'Europe est très ferme n'est pas celle qui est adoptée dans d'autres parties du monde. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que la concurrence, elle est globale, elle est mondiale. Et par exemple, aux États-Unis, c'est pas cette approche-là qui est plutôt une approche par les opportunités, avec une logique géopolitique de défense contre la Chine et une logique industrielle de financement de projets, notamment dans les semi-conducteurs et la biotechnologie. Donc cette approche des risques européenne, elle est aussi un pari politique. Et moi, à titre personnel, je suis pas sûr qu'il soit gagnant à long terme. Donc je partage un peu. C'est l'avocat qui le dit. Oui, c'est l'avocat qui connaît bien la machine intérieure et de l'interne aussi, et qui voit que cette approche par les risques, c'est un peu le principe de précaution. Donc c'est un principe défensif. L'innovation, pour qu'elle soit prospère, il ne faut pas qu'elle soit défensive. Alors, sur la question de l'investissement, donc on a eu un rapport de la Cour des comptes qui nous dit qu'effectivement, on est complètement largué sur l'investissement dans l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle. Même par rapport aux engagements qu'on avait pris, on est déjà très en retard et de toute façon, ce n'est pas suffisant. Mais est-ce que c'est possible d'être au même niveau finalement d'investissement qu'aux États-Unis ? C'est parce que ces plateformes dont on parle aujourd'hui d'IA, elles s'appuient sur des plateformes numériques, sur des géants du numérique qu'on n'a pas, nous, déjà, en Europe. Oui, exactement. Il ne s'agit pas Est-ce qu'on peut comparer ? Il ne s'agit pas de se dire qu'on va être au même niveau que les Américains ou les Chinois. Ça, de toute façon, c'est illusoire. Par contre, il y a certains... J'en parle après. Je pense qu'il y a certains sujets sur lesquels on peut tenir une place tout à fait honorable et sur lesquels la partie n'est pas perdue. Et je pense, alors moi je travaille sur l'IA générative, je pense que là-dessus, on a des très bonnes entreprises en France, en Europe, sur lesquelles on peut s'appuyer. Effectivement, on a besoin de financement public et privé. Et effectivement, c'est compliqué de les obtenir ? Alors, c'est compliqué. C'est un sujet sur lequel c'est moins compliqué que dans d'autres sujets, bien sûr. Parce que vous avez le vent en poupe là en ce moment. Oui, bien sûr. Mais c'est après, il faut que ce soit à des montants qui sont aussi comparables pour rester dans la course. Oui. Et puis ces investissements aussi, j'imagine qu'on fait attention à ce qu'ils ne soient pas que américains ou chinois, par exemple. Bien sûr. Je pense que ça fait aussi partie de l'indépendance. On a vu beaucoup de jeunes entreprises européennes qui naissaient en France et puis qui allaient lever des capitaux en se déplaçant leur centre de gravité et aller aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez... Je peux trois choses là-dessus. Bruno. Sur le principe de précaution, pour moi, la vraie question, c'est précaution pour qui ? Et pourquoi ? Est-ce que c'est précaution pour les gens ou est-ce qu'en fait, au fond du fond, c'est précaution des hommes politiques pour eux-mêmes ? Pour pas qu'on vienne les critiquer de ne pas avoir. On se rappelle les cellules souches en France, principe de précaution, on n'a pas fait. Tous les autres pays ont avancé. Du coup, on a juste pris 10 ou 15 ans de retard. Puis après, on s'y est remis après, mais avec du retard. Donc la question, c'est précaution pour qui ? Pour les hommes politiques, pour se protéger le nombril voilà. Après, le deuxième sujet... Ou même la question est posée, ou même pour les plateformes et les géants américains, qui finalement disent non mais nous on a besoin d'une régulation, on a besoin de textes, on a besoin qu'on nous pose des limites et on peut entendre aussi la petite musique de bon, nous on est déjà en avance donc ça va. Évidemment. En France on a fait ça avec le nucléaire. Et finalement avec ces pays, textes ils vont nous permettre d'éviter d'avoir un afflux de concurrents trop important et trop rapide. Par contre j'ai un truc à dire qui me paraît essentiel sur les volumes d'investissement. On n'investira jamais autant que les Américains, etc. Parce que notre culture, notre écosystème ne sont pas là. Et donc, on n'arrivera jamais à les rattraper, même à courir après eux sur leur terrain.
Mais par contre, l'ADN des Français, c'est un ADN d'ingénierie disruptive, un ADN de science disruptive. C'est l'ADN des Français. Et nous, on sait sauter des générations. Quand l'Afrique était en retard sur l'infrastructure télécom dans les années 80, ils n'ont pas décidé d'aller à tout prix pour investir et pour mettre des structures de téléphones à taux fixe, de lignes fixes. Ils ont directement sauté à la génération du mobile. Oui. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est ne pas concourir avec les Américains sur leur territoire et sur leur terrain, mais on peut inventer des nouvelles formes d'IA. Alors évidemment, moi, quand je dis ça, c'est ce que je fais dans ma boîte, donc je prêche pour ma paroisse, mais il n'y a pas que nous, il y en a d'autres qui font ça. En France, on sait inventer des trucs qui ne sont pas comme les autres. Et inventer un truc qui n'est pas comme les autres, ça demande 1000 fois moins de moyens. Et donc, on pourrait tout à fait, en focalisant nos maigres moyens sur des approches qui sont en plein en phase avec l'ADN français. Ça veut dire aussi qu'il faut que les français. investisseurs suivent et finalement prennent un risque d'investir dans une boîte qui n'est pas exactement comme toutes les autres. Bien sûr. Oui, mais, Oui. mais ça se fait, ça. Hein. Ah bah tant mieux. Ah non, moi, j'ai des tas d'exemples où ça peut se faire. Hein. Tant mieux. C'est le gouvernement qui ne suit pas ça. Il y a un élément juridique aussi sur le problème de financement, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est un seul marché financier. Hein. En Europe, on a la libre circulation des biens, mais on n'a pas un seul marché financier et bancaire unifié. Donc, on va financer au niveau français. Il est clair que la France, avec ses 60 millions d'habitants, elle n'est même pas capable d'avoir le niveau de financement seulement californien. Donc il y a aussi un problème juridique et de structure. C'est aussi que récemment, le président Macron a dit qu'il faut faire un marché unifié, un marché bancaire et des capitaux. Oui. Ça, c'est la bonne échelle, parce que l'échelle européenne, là, elle va être pertinente. Les fonds qui sont levés, à partir du moment où la culture peut-être change, ils seraient là. Aujourd'hui, ils ne sont pas là parce que c'est fragmenté, c'est 27 marchés. Hein. C'est pas oui, mais il y aura plus de fonds si on est tous ensemble. Il y aura beaucoup plus de fonds, mais il y aura beaucoup plus de gens qui recevront les fonds. Mais il y aura plus donc de ça ne fonds. changera rien en moyenne. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que les fonds qui ont plus de compétences, qui sont plus gros, qui sont plus lourds, comprendront mieux les technologies, comprendront mieux les technologies disruptives dont tu parles. Allez, le match de Titan entre Américains, parce qu'aujourd'hui, les grandes annonces, c'est quand même un peu comme ça. On a cette valorisation de XAI, donc d'Elon Musk, qui s'évalue entre 18 milliards et 24 milliards de dollars après une nouvelle levée de fonds. On a l'arrivée de Claude 3 d'Anthropic en France, qui est vraiment le grand rival de ChatGPT. On a Meta qui a dévoilé son nouveau grand modèle de langage Llama 3, avec en plus un positionnement, parce que les Américains aussi, ils cherchent des positionnements différenciés sur justement le multilangue. Et puis toutes ces applications du groupe Meta, Facebook, Instagram, à grand succès, qui vont bénéficier de nouveaux assistants intelligents. Et puis évidemment, on va parler d'OpenAI, qui fonce là sur la partie production de code à travers des IA génératives. Pardon, ça c'est Mistral. OpenAI le fait déjà. Hein. Oui, pardon, c'est Mistral européen. OpenAI qui, lui, travaille sur justement toute l'éthique, parce que bon, ils ont quand même viré leur comité de super alignement. Donc là, ils essayent de dire, bon, quand même, il faut qu'on avance de manière un peu plus droite et compatible avec la demande sociétale, mais qui parle aussi de s'approcher de plus en plus d'une intelligence artificielle générale, qui comprendrait tout de notre complexité du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette bataille de titans, vous avez l'impression que finalement, ils avancent tous ensemble, parce qu'il va y avoir des morts? Est-ce que le marché peut aussi se concentrer de ce côté-là de l'Atlantique? Laurent? Ouais, je pense effectivement que tout le monde ne peut pas avancer à la même vitesse avec des investissements tellement colossaux. C'est pas soutenable sur le long terme. Donc il y aura des gens qui vont se réorienter. Il y aura des concentrations effectivement de ce côté-là de l'Atlantique. Alors effectivement, on n'a pas. Ça peut changer même le paysage dans le numérique. En tout cas, ça change où se situe la création de valeur. La création de valeur, on ne va pas la faire. On ne va pas concurrencer. On ne va pas faire des grands modèles de langage. Nous, c'est notre stratégie à Lighton. On ne fait pas des grands modèles de langage pour concurrencer Llama 3. Ça n'a pas de sens. Par contre, on va aller se placer sur les couches plus élevées, sur comment ça s'applique, comment on fait les agents, comment on fait l'application aux entreprises, comment on gère tout le cycle de vie de ces grands modèles de langage pour les entreprises de façon totalement sécurisée. Et c'est là où on peut avoir des parts de marché, vraiment. Bon, alors, quelles sont nos belles annonces françaises, alors? Est-ce que vous avez des annonces chez Lighton, chez Another Brain, pour un peu nous donner du baume au cœur, là,
sur Moi, ce je peux marché vous parler de l'IA ce qu'on en France. fait. Nous, on fait deux choses. On invente donc une puce qui fait de l'IA et qui fonctionne comme le Cortex. Donc, ça sera une IA générale. Et on avance, mais ça reste encore du travail interne. On a des bonnes avancées, des bonnes étapes franchies, mais ça reste interne. C'est pas explicable et démontrable pour le moment. Et à côté de ça, on transforme nos technologies et nos expertises dans une offre de contrôle qualité industrielle, où donc on est capable de contrôler à la fin d'une ligne de production, d'une chaîne de production, si les produits sont bons, pas bons, etc. On est 10% meilleur que tous les autres. On a été concurrent, on a été benchmarké par des clients sans nous, des grands de l'industrie automobile français. Voilà, on va dire comme ça. On a été benchmarké contre Google, contre Amazon, contre Microsoft et contre Cognex, qui est un géant du contrôle qualité visuelle par des technologies classiques. Et on est meilleur que tous les autres. Mais les autres, comme ils font du deep learning, il leur faut 1000 exemplaires de pièces pour être capable d'éduquer leur modèle. Nous, il nous en faut 30. Ouais. Voilà. Ah Donc ben en voilà. fait, on est vraiment mieux sur une application pour l'industrie. Allez, une autre bonne Je nouvelle. peux vous parler de l'actualité de Lighton. Oui. C'est le partenariat qu'on a signé il y a quelques semaines avec Orange Business pour que la technologie de Lighton Paradigm soit à la base de l'offre d'IA générative chez Orange Business. Donc on espère toucher avec ça leurs 30 000 clients de par le monde. De remarque, ce que vous disiez, Delphine, tout à l'heure, c'est ce qu'on a connu dans le monde des moteurs de recherche sur Internet il y a 15 ans. Rappelez-vous, Yahoo, tous ceux qui existaient, ils ont disparu. Donc effectivement, il y a une floraison de concurrents. Ça va être la destruction créatrice à la Schumpeter. Certains vont survivre, croître, d'autres vont disparaître, d'autres vont être absorbés. Premier élément. Deuxième élément, je dirais, sur les modèles de LLM, un des différenciateurs qui peut faire aussi que ça se finisse bien, c'est la façon dont ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire la façon dont c'est conçu par rapport au traitement de données, notamment si ça s'appuie sur le web scraping, c'est-à-dire la collecte massive avec des données personnelles dedans qui ne sont pas trop bien gérées. Oui. C'est un élément qui, en Europe en tout cas, va faire un différenciateur très très rapidement. Donc le prendre très en amont, c'est aussi un moyen d'être un peu robuste par rapport aux concurrents qui n'ont pas forcément fait. Donc c'est un petit conseil que je donne sur ce plateau. Merci pour toutes ces notes positives. Merci donc Yann Padova du cabinet Wilson Sonsini, Bruno Maisonnier pour Another Brain et Laurent Daudet de Lighton. Merci beaucoup.